Donc je laisse la parole à la 4e conférence. Le docteur Guyot va donc traiter le sujet des complications infectieuses post-opératoires. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Donc, nous allons parler des complications infectieuses post-opératoires avec les trucs et astuces, et une première partie peut-être un peu plus également légèrement théorique, puisqu'on va parler un peu de recommandations qui vont être notre socle à tous, avant d'aborder plus les trucs et astuces. Quand on m'a demandé il y a plusieurs mois d'aborder ce sujet, je me demandais un petit peu ce que j'allais pouvoir trouver comme trucs et astuces, parce que j'applique un peu les choses. Dans ces trucs et astuces, il y a peut-être aussi des choses que vous utilisez déjà. Un niveau de risque infectieux qui a été reprécisé là, dans la dernière lettre de l'ordre des chirurgiens dentistes, qu'il faut relativiser de médian à haut. Et je vous conseillerais bien sûr la lecture de cet ouvrage ici sur les risques médicaux, qui est très bien fait. Donc nous limitons aux actes courants de chirurgie orale les avulsions dentaires sur arcade, les dents incluses, les implantations et la chirurgie apicale. Toutes ces chirurgies entraînent bien sûr une bactériémie qui n'est non propre à la chirurgie orale, mais qu'on retrouve également en parodontologie, en endodontie par exemple. Donc si on veut parler de risque infectieux, il va falloir bien sûr l'identifier tout d'abord avec est-ce que l'on a affaire à un patient totalement sain, indemne de pathologie, ou un patient avec des pathologies et des polymédicaments. Est-ce que cette infection va préexister, ou est-ce que elle peut se révéler au cours de notre prise en charge? Par exemple, bien sûr, on peut penser au diabète, par exemple. Est-ce qu'on en a affaire à un sujet qui n'a pas d'infection préopératoire, ou alors qui nous arrive déjà avec une infection? Et puis, nous allons nous limiter aux complications loco-régionales précoces, c'est-à-dire environ 3 semaines à 1 mois après l'intervention. Donc, il faut bien sûr tout d'abord établir un diagnostic clinique précis, positif, différentiel, en s'aidant si besoin d'examens complémentaires, d'imagerie, de biologie, voire une prise en charge multidisciplinaire parfois. Et toujours bien sûr avoir à l'idée, est-ce que je suis dans un contexte d'urgence, parce qu'on se focalise souvent sur la prise en charge de la cavité buccale ou de telle ou telle dent, sans penser, sans se rappeler qu'on a l'individu bien sûr tout autour. Est-ce que je ne passe pas à côté de quelque chose en me focalisant sur la pathologie? Donc, notre socle, les recommandations professionnelles, les différents organismes, avec des conférences de consensus, pour aboutir à des accords professionnels forts, des consensus relatifs, et toutes ces recommandations sont revues régulièrement en fonction des évolutions des traitements et de la recherche, et même des critères socio-économiques en fonction des pays. Donc vous avez des recommandations nationales, des recommandations européennes. On a tous par exemple en tête l'évolution qui arrive par exemple avec sur les recommandations par rapport au risque osclérien, où il y avait une différence aussi avec la prise en charge par exemple au Royaume-Uni, où il y a moins d'antibioprophylaxie, et puis après on réfléchit, on réévalue, on se rend compte que la pathologie peut être réactivée, donc on revoit les recommandations régulièrement. Donc là ici, j'en ai mis quelques-unes par ordre chronologique. Donc sur la prévention des infections liées aux soins dans notre spécialité, la prise en charge bucco-dentaire des patients traités par biphosphonate, les prescriptions des antibiotiques en pratique bucco-dentaire, l'antibiothérapie donc pour les infections ORL avec la partie qui nous intéresse plus au niveau sinusien maxillaire,
la prise en charge encore avec les biphosphonates, et puis les prises en charge des foyers infectieux bucco-dentaires par la Société française de chirurgie orale. Donc, pour prévenir ce risque infectieux, l'importance de l'hygiène bucco-dentaire et orale, les conditions d'asepsie des locaux, du personnel soignant, c'est-à-dire bien sûr la tenue, le lavage des mains, les dispositifs médicaux qu'on va être amené à utiliser. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une chirurgie propre contaminée ou alors d'une chirurgie plus stérile, par exemple lorsqu'on va s'adresser à l'implantologie. Donc, pour la prise en charge des foyers bucco-dentaires, au niveau infectieux, on a des états pathologiques comme le diabète non équilibré, les immunodépressions, les patients irradiés au niveau de la sphère orofaciale, les traitements médicamenteux, bien sûr les biphosphonates, toutes sortes d'immunosuppresseurs, et les états physiologiques de la personne âgée ou la femme enceinte, qui vont être des cas plus particuliers. Donc, pour les foyers infectieux bucco-dentaires et particulièrement les biphosphonates, donc on va effectuer un bilan bucco-dentaire avant la mise en route du traitement cliniquement et en s'aidant de radiographie rétroalvéolaire et panoramique pour éliminer ces foyers infectieux potentiels. Et donc après mise en route du traitement, en dehors d'une pathologie maligne, c'est-à-dire lorsque les biphosphonates sont donnés dans le cadre de l'ostéoporose par voie orale et maintenant également par voie parentérale en injection mensuelle ou semestrielle, on peut effectuer cette prise en charge en omnipratique au cabinet dentaire et le suivi va être identique à celui de la population générale ensuite, c'est-à-dire tous les 6 mois ou 1 an. Par contre, si on a une pathologie maligne, c'est-à-dire les métastases osseuses de cancer ou les myélomes multiples par exemple, là on va plus référer en milieu spécialisé avec un suivi plus rapproché tous les 4 à 6 mois. Donc on est toujours amené à dépister les foyers infectieux bucco-dentaires, c'est-à-dire qu'on va nous demander par exemple de rechercher est-ce qu'il n'y aurait pas une cause infectieuse à une infection broncho-pulmonaire, cardiovasculaire, ou alors on va aussi regarder l'état bucco-dentaire cliniquement et radiographiquement avant une chirurgie orthopédique ou cardiovasculaire par exemple. Donc c'est un peu la difficulté donc de voir le foyer infectieux, bien sûr bucco-dentaire qui est réel, c'est-à-dire patent, et puis la situation à risque infectieux potentiel. Là, c'est plutôt le foyer latent. Donc, ce sont des accords professionnels et des consensus relatifs. Donc, c'est assez difficile à faire. Donc, vous voyez que, par exemple, une dent nécrosée ou une dent en désinclusion sont considérés comme des foyers infectieux bucco-dentaires ou des situations à risque infectieux potentiel. Donc, et puis il faut toujours apprécier le contexte général, c'est-à-dire le risque qu'il y a derrière si on ne fait rien, si on ne dépiste pas ces foyers infectieux, et les risques qu'on peut avoir par rapport aux bénéfices attendus. Donc la SFAPS nous donne par exemple différentes catégories pour les antibiotiques. Il y a les populations, les patients de la population générale qui sont de loin les plus nombreux, fort heureusement, les immunodéprimés et les patients par exemple à haut risque d'endocardite infectieuse, c'est-à-dire les prothèses valvulaires. Vous savez qu'il y a 3 catégories, les antécédents d'endocardite infectieuse et les cardiopathies congénitales cyanogènes corrigées par exemple avec un déficit résiduel.
Mais ce qui est très important, qui est noté dans ces recommandations de la SFAPS, vous voyez, cette phrase, c'est qu'elle nous laisse quand même une marge de manœuvre. Ces recommandations sont générales et ne peuvent se substituer au jugement clinique du praticien face aux situations individuelles. Donc ça, je pense que c'est très important à retenir et ça nous laisse donc une marge de manœuvre derrière. Donc pour la prescription des antibiotiques, donc il faut toujours avoir à l'esprit. Bien sûr, on les prescrit de manière parcimonieuse et rationnelle. Il y a encore une campagne qui sort là, au niveau des CPAM ce mois de novembre. C'est vrai qu'on est amené, après aussi avec l'assurance, à prescrire de façon de plus en plus parcimonieuse, de plus en plus réduite, les antibiotiques. Il faut apprécier donc le risque individuel, bien sûr, face à notre patient, mais aussi par rapport à la population générale. Ça, c'est l'écologie bactérienne, bien sûr. Est-ce qu'on est sûr d'avoir affaire à une infection qui est d'origine bactérienne? Il faut toujours se poser la question, bien sûr, et apprécier le bénéfice-risque. C'est le bénéfice que je vais en attendre par rapport à mon patient, bien sûr, le risque que je vais prendre pour lui par rapport aux effets indésirables potentiels et par rapport à l'infection, et le risque aussi par rapport à la population générale et à la collectivité. L'antibioprophylaxie, je rappelle juste la définition, c'est le fait d'administrer juste en dose ponctuelle dans l'heure qui précède l'acte invasif. Il faut bien respecter donc et réserver cette antibioprophylaxie aux situations pour lesquelles elle est recommandée et ne pas en faire à tout va. Donc par exemple pour les risques oslériens dont on parle simple, il n'y a plus l'adjectif modéré, il n'y a plus d'indication, par exemple, vous savez, pour les insuffisances aortiques, les insuffisances mitrales, rétrécissement aortique, cardiomyopathie obstructive et hypertrophique, les prolapsus de valve mitrale avec ou sans insuffisance mitrale, il n'y a plus d'indication. Alors qu'on a toujours tendance, ou certains du moins, à le faire encore. Pour les patients qui sont porteurs de matériel d'ostéosynthèse orthopédique ou de prothèses donc qui ont bénéficié d'une arthroplastie, il n'y a plus non plus d'indication. Pour les actes non invasifs, bien sûr, c'est-à-dire qui ne vont pas entraîner de bactériémie, il n'y a plus d'indication non plus. Pour les immunodéprimés, c'est fonction de la situation. Par exemple, pour un sondage parodontal chez un patient qui a un risque oslérien, il y a quand même une indication d'antibioprophylaxie. Vous le savez pour le détartrage, a fortiori également. Pour les diabètes déséquilibrés, dont l'hémoglobine glyquée donne la définition quand elle est supérieure à 7%, donc vous savez qu'elle vous donne le reflet de l'équilibre glycémique moyen sur le trimestre précédant la prescription, il y a une indication ici. Donc il y a également indication à éliminer les foyers infectieux bucco-dentaires pour améliorer l'équilibre glycémique. Ça, c'est un niveau de preuve scientifique établi, et il faut continuer l'antibiothérapie jusqu'à la cicatrisation muqueuse. C'est difficile à évaluer, ça fait environ une semaine après l'acte. Donc nous abordons maintenant les trucs et astuces. Donc nous avons vu les recommandations, il y a aussi la littérature qui peut nous aider, dont je ne vais pas faire état ici parce qu'elle est trop vaste, et on ne va pas faire n'importe quoi non plus sur nos trucs et astuces. Comment est-ce qu'on y arrive à ces trucs? Eh bien, c'est en ayant une réflexion un peu sur l'anatomie et sur la physiopathologie, c'est-à-dire les mécanismes de la maladie. On s'intéresse bien sûr à la cicatrisation avec le versant préventif, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire pour que cette infection n'arrive pas, et le versant curatif, c'est-à-dire une fois qu'elle est là, qu'est-ce que je vais faire justement. Donc il y a toujours le contexte clinique, mais aussi le contexte périclinique, je dirais, c'est-à-dire psychosocial. L'éloignement ou l'isolement géographique peuvent entrer aussi en ligne de compte. Il ne s'agit pas de se couvrir par une prescription d'antibiothérapie, mais d'agir avec parcimonie. Donc il faut croiser les exigences de notre pathologie, mais prendre en compte l'état général et les antécédents du patient.
Est-ce qu'il va être tabagique chronique, par exemple? Ça peut aussi entrer en ligne de compte, mais on se rend bien compte qu'en fin de compte, deux praticiens qui sont face à la même situation ne vont pas avoir la même conduite à tenir. Il y aura toujours quelques différences, fonction du protocole opératoire, bien sûr, de l'anesthésie, de l'incision, du geste opératoire en lui-même, le type de suture, par exemple, et les médications qu'on va être amené à donner ensuite. Alors, je vais vous parler dans un premier temps des cellulites après extraction, dont la fameuse cellulite après la 3e semaine pour l'extraction des dents de sagesse. Et il faut toujours avoir, bien sûr, je le rappelle là encore une fois, à l'esprit le contexte d'urgence ou non, avec le risque d'obstruction des voies aérodigestives supérieures pour la chirurgie au niveau du plancher buccal, le contexte par exemple d'utiliser des anti-inflammatoires seuls, qui est un facteur de risque, et si donc le patient a une difficulté à avaler les liquides et encore a fortiori plus les solides. Donc vous allez me dire, je ne suis pas venu ici, vous êtes peut-être un peu déçu de voir que je vais simplement vous dire au départ, on extrait une dent, mais on regarde déjà si elle est en entier. Donc on examine les racines dentaires, et s'il y a un petit résidu, il va falloir aller le chercher pour éviter qu'il y ait un corps étranger, surtout s'il est mobile et non vascularisé, et donc qui peut entraîner une infection post-opératoire. Pour ça, on va essayer de rincer abondamment. Là, rincer l'alvéole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je fais un rinçage très abondant, un peu à la mode du thé. On prend un peu de hauteur avec un petit gobelet et du sérum physiologique ou de l'eau stérile, et on rince abondamment. Après les extractions des dents de sagesse incluses, par exemple, avant d'entamer ma phase de suture, j'ai déjà fait ce rinçage donc au sérum physiologique ou à l'eau stérile, et après je fais un rinçage bétadiné. L'utilisation des loupes aussi peut nous aider pour voir s'il y a un petit résidu radiculaire. Est-ce qu'il y a des aliments qui vont aussi pouvoir se mettre dans l'alvéole? Donc ça, c'est surtout à la mandibule. Donc moi, je me suis rendu compte que j'avais moins de complications post-opératoires quand je faisais pour les dents de sagesse mandibulaire maintenant un surjet simple, qui est non lié, qui permet de bien coapter les berges, et donc les aliments ne vont plus se mettre à l'intérieur. Les points en X aussi sont très bons pour ça. Est-ce qu'on a un résidu osseux ou un séquestre qui risque de s'éliminer? Donc ça, c'est toujours la même chose, la révision alvéolaire, et aussi regarder l'intrado du périoste dès qu'il est décollé, avec l'importance du rinçage abondant. Est-ce qu'on a un déficit d'hygiène bucco-dentaire? Donc ça, c'est la prescription de brosse à dents post-opératoire, chirurgicale. L'utilisation de bain de bouche à la chlorhexidine, et donc moi je l'ai fait dans les situations de cellulite, donc associée à de l'eau oxygénée en dosette, la chlorhexidine plus l'oxygéné pendant 48 heures, qui va permettre d'élargir notre spectre sur les anaérobies, et deuxièmement d'avoir un effet donc physique de moussage, et pour remonter les saletés, les impuretés à la surface pour pouvoir être aspirées ou s'éliminer spontanément. L'utilisation d'un coton-tige aussi courbé, qui peut être tout à fait imbibé avec le bain de bouche, pour aller dans les situations distales des deuxièmes molaires mandibulaires, là où même la brosse à dents post-opératoire est trop grosse au niveau de sa tête pour atteindre. Donc l'utilisation aussi d'anti-inflammatoires sans antibiothérapie adaptée est un facteur de risque. Et puis donc une chose importante qu'on a découverte là depuis plusieurs années, là c'est mon cursus un peu médical qui m'a fait découvrir ça, donc on prescrit une ferritinémie préopératoire. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que chez les jeunes filles jusqu'à l'âge de 30 ans environ, donc notamment chez les germectomies des dents de sagesse, et puis les avulsions juste après, une fois que les dents sont évoluées, mais la limite qu'on s'est fixée, c'est environ l'âge de 30 ans. Si elles avaient une ferritinémie inférieure à 50 nanogrammes par millilitre, il y avait un facteur de risque de surinfection.
Justement, on a fait une étude et puis on a trouvé que ceux qui faisaient une surinfection, on leur dosait la ferritinémie. Et bien en fin de compte, on retrouvait une ferritinémie abaissée. Donc on leur donnait du fer. Donc maintenant, on le fait en prévention, c'est-à-dire que dès qu'on les voit à la consultation, on leur demande si elles ont eu une prise de sang dans les 6 mois qui précèdent. Est-ce qu'il y aurait le fer dedans? Pourquoi la ferritinémie? Parce que c'est le premier marqueur qui va diminuer dans tout le métabolisme du fer. Ce sont les réserves en fer qui vont diminuer d'abord. Donc, si elle est inférieure à 50, eh bien, on va donner du fer. Moi, je donne du ferrograde, donc du fer associé à la vitamine C qui va augmenter l'absorption et en plus, ça va les recharger et ça va diminuer. On a étudié, on va publier ça là prochainement, de 3/4 le risque d'infection de la cellulite de la 3e semaine chez les jeunes filles. Donc, c'est pas négligeable. Au niveau de la prise en charge du traitement, donc chez les diabètes déséquilibrés, chez les tabagiques, chez les patients qui ont des antirésorptifs, donc c'est le biphosphonate, mais maintenant il y a des molécules associées, on va donc prescrire des antibiotiques en curatif qui vont couvrir la cicatrisation primaire, c'est-à-dire les 8 jours post-opératoires environ. Il faut que cette antibiothérapie soit adaptée, donc elle est bien sûr probabiliste et qui couvre les anaérobies. Si on a un stade suppuré au niveau de la cellulite, donc si on retrouve le signe du flot, hein, en palpant la tuméfaction à chaque pôle, eh bien c'est là qu'on va pouvoir drainer, pas au stade séreux bien sûr. Je conseille aussi toujours, à partir du lendemain de l'intervention, de se masser les joues. Ça paraît complètement anodin, mais c'est très très important. Ça permet que les tissus se remettent en place, et puis de bien les replaquer. Et s'il y avait le moindre chose, par exemple un hématome qui pourrait se constituer, il va s'évacuer et donc il ne peut pas se surinfecter. Et puis l'application de glace, ça vous savez, c'est le principe roi. Il faut vraiment informer le patient par rapport à ça en quasi discontinu pendant les 3 jours post-opératoires. La prescription de vitamines, de cocktails vitaminés peut aider également, donc pour les gens qui vont avoir des défenses diminuées. On sait que de toute façon, pourquoi ça arrive entre 15 jours et le mois post-opératoire, donc la cellulite de la 3e semaine, c'est parce qu'il y aura de toute façon une baisse physiologique des défenses. Donc vous voyez ici par exemple au niveau distal de la seconde molaire pour les dents de sagesse, c'est pas facile à atteindre. Donc on va faire comment? On va faire des incisions sans contre-décharge. Donc je vous la montre là, vous voyez. Donc les aliments vont avoir peu de chances de se glisser dans la contre-incision. Hein. Et c'est là, on va pouvoir aussi rincer le maximum. Et vous voyez au niveau de la curette, tout ce qu'on remonte à l'intrado du périoste, au niveau débris osseux, poussière, qui risquerait de surinfecter puisqu'il n'y a pas de vascularisation. Et donc on va bien replaquer son lambeau en faisant une suture soit en croix, soit un surjet simple. La difficulté aussi, vous savez, de contrôle de l'hygiène lorsqu'il y a un appareillage orthodontique. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, pour nous, pour intervenir, pour faire l'incision et décoller le lambeau, et puis pour la maintenance après. Alors, un truc qui peut être intéressant, c'est comment faire lorsque la cellulite est déjà là. Donc là, c'est le patient qui arrive donc avec l'infection préopératoire. Et ben, on peut lever ce trismus en faisant une anesthésie à l'épine de Spix. Hein, donc vous voyez la dimension déjà de même pas 1 centimètre en préopératoire. On fait notre anesthésiste qui va aussi là dans le cas présent aider l'anesthésiste à intuber puisque ça a été une prise en charge sous anesthésie générale. Donc là l'intubation était déjà difficile auparavant et ça nous a permis de mettre notre cale-bouche et de pouvoir intervenir, vous voyez, avec l'ouverture buccale qui est augmentée ensuite. Une fois que la cellulite est là également, on peut drainer avec une spatule de bouche qui est insérée au niveau du sulcus. S'il n'y a pas d'empattement du fond du vestibule,
donc on peut simplement faire ce petit drainage qui va tout de suite soulager et régler le problème, quoi. Si on a un empattement du fond du vestibule, là ça veut dire que l'infection est plus importante, qu'il y a du tissu granulomateux et donc il va falloir refaire une reprise, une révision alvéolaire, une reprise chirurgicale. Donc, mais si simplement, sinon au cabinet, face à cette cellulite de la 3e semaine, l'insertion de la spatule de bouche et j'ai pas coupé le son donc il crie pas. On masse avec notre doigt simplement au fond du vestibule et ça se passe très bien, quoi. Je ne sais pas si vous avez bien vu sur la précédente. Également. Je suis désolé, c'est l'heure de l'apéro, mais... Et en fin de compte, c'est souvent chez les sujets jeunes, chez les adolescents, et ça se passe très bien parce qu'ils n'en sont pas traumatisés, quoi. Donc, après les cellulites, on va aborder les alvéolites, dont la distinction sèche-suppurée est plus théorique que pratique. Parce qu'en fin de compte, c'est vraiment souvent entre les deux. Ce qu'il faut éviter d'abord en prévention, c'est tout geste agressif, c'est-à-dire penser bien à séparer les racines, à faire des alvéolectomies, mais à minima, parce que maintenant on a toujours bien sûr en tête de préserver au maximum le tissu osseux. Des alvéolectomies, ce qu'on appelle interceptales. Je vais vous montrer sur une photo juste après. L'utilisation, peut-être, je ne sais pas si vous aviez appris ça plus aussi avec parcimonie des élévateurs de Winter, les fameux terre-bouchons, les périotomes maintenant qui sont mis à notre disposition, l'utilisation de forceps aussi qui peut aider, pour tout ça pour préserver l'alvéole au maximum, phraser bien sûr sous irrigation pour pas avoir d'échauffement de l'os, l'utilisation du piézotome si on en a à disposition, la stimulation endostée, ça veut dire quoi? Ça veut dire repicorer, repiqueter un petit peu l'intérieur de l'alvéole pour la faire saigner, et aussi l'utilisation de compresses hémostatiques résorbables, d'éponges hémostatiques donc qui sont mises en place dans l'alvéole et suturées, qui vont maintenir notre caillot. C'est par cet effet-là que on peut aussi prévenir les alvéolites. Et malgré tout ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont à terrain d'alvéolite. On suppose qu'il y a un mécanisme d'auto-immunité, donc chez ces patients-là, on aura bien sûr l'antibiothérapie plus facile. Chez les tabagiques également, s'ils ne peuvent avoir d'abstinence la plus complète possible, on aura aussi une indication plus large d'antibiothérapie. Et la luminothérapie également, dont je vais vous parler juste après, peut avoir un effet aussi antiseptique. Donc vous voyez par exemple sur une dent à l'état de racine donc inexploitable, on va effectuer une séparation de la racine pour en permettre l'avulsion plus simple et donc préserver totalement l'alvéole et éviter d'avoir un geste agressif. Donc on utilise nous des fraises fissures sur pièce à main qui nous rendent grandement service. Et là vous voyez par exemple, vous allez devoir extraire en indication, on voit sur la radio la lésion apicale sur la 47, et puis la 48 aussi qui est complètement délabrée avec une reprise de carie distale. On voit que la 48 elle a une grosse restauration, donc on va se poser la question, là c'est la réflexion, la 48 elle a une grosse restauration, donc dès qu'on va l'extraire de toute façon ça va casser, on va se retrouver dans une situation difficile. Donc pour prévenir tout ça, on va d'abord faire une alvéolectomie, une alvéolectomie interceptale, c'est-à-dire de chaque côté en mésial et en distal de la racine, pour sortir la 47 par séparation radiculaire, et après donc faire un petit trou dans le septum dentaire 47-48 pour repousser vers le haut, une fois que la 48 va être cassée au niveau du collet, repousser les racines vers le haut et extraire en gardant l'intégrité des parois alvéolaires.
La luminothérapie, c'est quoi? C'est un peu une lampe à LED, donc basée sur une certaine longueur d'onde dans le rouge, qui va avoir un effet photodynamique, donc une désaffection locale qui est activée par cette lumière. Et donc ça nous aide à prévenir l'alvéolite, entre autres. On n'oublie pas d'arrêter le bain de bouche, bien sûr, parce qu'il y a un effet plutôt agressif, d'autant plus avec les bains de bouche qui contiennent de l'alcool. Et puis, ce que je fais aussi, c'est l'utilisation d'une mèche iodoformée eugénolée, c'est-à-dire, au lieu d'utiliser une préparation toute faite pour mettre dans l'alvéole, eh bien, on va prendre une mèche iodoformée. Ça se présente, vous voyez, sous la forme d'un petit ruban. Vous en coupez 5-6 cm. Et puis, vous allez l'imbiber d'eugénol. Et puis vous l'exprimez bien sûr un peu, et puis le tasser dans l'alvéole. Le risque, il faut bien qu'il soit exprimé. Pourquoi? Parce que si vous êtes proche, par exemple, du pédicule alvéolaire mandibulaire, mais évidemment, l'eugénol aurait un effet toxique sur le nerf dont on vient de parler auparavant. Donc, et puis vous le tassez, et puis vous allez dire au patient de le garder pendant 48 heures. Donc il peut manger tout de suite. Alors tout de suite après, quand on l'ait mis, c'est un peu un effet très très fort dans la bouche, parce que c'est comme une huile essentielle. Et puis faut pas rincer aussitôt. Donc bien sûr, lui dire sinon l'effet est complètement annihilé. Et donc il le garde dans l'alvéole. Et puis au bout de quelques minutes, ça passe. La douleur est calmé instantanément, et puis il va le garder 48 heures, et puis vous marquez bien qu'il faut qu'il l'enlève, ça vous le marquez sur l'ordonnance ensuite, qu'il faut qu'il l'enlève 48 heures après avec une pince à épiler, soit seul, soit avec l'aide de quelqu'un. Il n'est pas obligé de revenir au cabinet, il peut faire ça tout de suite, tout seul chez lui, face au miroir, et puis ça a un effet sédatif assez spectaculaire. Et puis dans les grosses alvéolites, par contre, il faut qu'il revienne au cabinet, et là, comme ça n'a plus d'effet, on renouvelle à nouveau cette gemme, cette mèche. Ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 fois dans les fortes alvéolites, donc sur une semaine. Maintenant, on va aborder un petit peu les communications bucco-sinusiennes. Donc, il faudra apprécier la taille par la manœuvre de Valsalva et par l'examen, et puis savoir si on a affaire à un sinus sain ou alors un sinus pathologique avec une polypose ou un corps étranger. Là aussi, on va s'aider d'eau oxygénée et de sérum physiologique, toujours pour que l'eau oxygénée, avec son effet moussant et astringent, va permettre de rapporter les impuretés vers la superficie de l'alvéole. Est-ce que le patient fume ou pas? Ça, c'est le problème par rapport aux communications bucco-sinusiennes, c'est que lorsque le patient fume, même de façon peu importante, on a des gros problèmes de cicatrisation. On peut utiliser aussi en préventif l'utilisation d'une éponge hémostatique résorbable, toujours là bien sûr pour maintenir le caillot et donc réinitialiser le tissu osseux qui viendra derrière, donc pour qu'on ait déjà une bonne matrice de départ pour initier la cicatrisation. Les sutures, on peut soit mettre du fil non résorbable ou du fil résorbable mais pas rapide, du lent, c'est-à-dire qu'il va se résorber environ en 3 semaines pour permettre à la cicatrisation d'avoir lieu. Je parle bien sûr des plastidissements fibromucopériostés, donc les lambeaux trapézoïdaux pour fermer complètement la communication. Et enfin, en s'appuyant sur la recommandation de la Société française d'ORL, une antibiothérapie qui couvre les anaérobies et en cas d'allergie, donc l'utilisation de pristinamycine. Ici, on ne met pas de clindamycine parce qu'elle ne couvre pas tout le spectre, notamment sur les hémophilus ou d'autres germes comme le moraxella qu'on a au niveau sinusien. Et cette antibiothérapie, si on a un risque de communication bucco-sinusienne qu'on prédit au départ, on peut la débuter dans les 48 heures qui précèdent l'acte, c'est-à-dire que comme ça, le sinus, ça sera déjà le temps d'agir au niveau du sinus et de faciliter les conditions d'intervention, notamment en cas d'infection préopératoire.
Donc on va aussi prévenir ceci en faisant une incision sulculaire simple, en évitant une décharge, ce qui permettra là aussi de faciliter la fermeture ensuite. Donc à droite, là vous voyez sur le sinus maxillaire la présence d'un corps étranger, donc par migration de pattes à partir de l'apex de la 16, qui est enchâssé un peu dans le périoste sous le sinus, et donc là vous avez un sinus totalement sain, alors qu'à gauche vous voyez bien que le sinus est totalement rempli, il est plein. Ça c'est chez le même individu. Alors on peut s'aider aussi de moyens un peu plus sophistiqués, avec une aspiration fine, l'utilisation d'un micro-miroir ou d'une pince de Bakesley. C'est la pince un peu qui est en forme de courbée là que vous avez sur le haut. Enfin ça c'est peut-être plus du domaine un peu de la spécialité que de l'omnipratique. Vous voyez donc sur le côté gauche, eh bien pour intervenir dans ce sinus là par une voie de Caldwell-Luc, donc c'est bien sûr plus élaboré et là en situ sous anesthésie générale. Hein. Donc eh bien on a fait une trépanation donc de la corticale en fosse canine après un décollement sous périosté uniquement après une incision sulculaire, ce qui va nous permettre d'atteindre le sinus, de bien tout aspirer à l'intérieur, de tout nettoyer. Vous voyez tout ce qu'on récupère comme débris et donc là le diagnostic histopathologique a été fait et a bien rapporté l'existence d'une aspergillose. Et donc dans la diapositive, vous voyez la fermeture qui est dont il faut chercher l'herméticité hein, pour éviter la persistance de la communication bucco-sinusienne. Donc vous voyez là par contre, c'est l'utilisation d'un lambeau fibromucopériosté en forme de trapèze pour l'extraction de la 17. Et puis on aura mis simplement dans l'alvéole une éponge hémostatique résorbable qui est donc va permettre de stabiliser le caillot pour avoir une bonne initialisation de la cicatrisation. Alors chez les patients sous biphosphonate, le truc peut-être, surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux pathologies malignes, l'indication donc par rapport aux métastases de cancer ou dans le cas de myélome, c'est peut-être d'être très très prudent et d'adresser, parce qu'on va avoir des trucs interventionnels qui sont plus élaborés. L'expérience se joue également puisqu'on va pouvoir utiliser donc du plasma riche en fibrine, donc c'est pas forcément ça dont on va disposer dans le cabinet d'omnipratique. Donc c'est d'effectuer l'extraction avec un respect du délai de cicatrisation d'environ 2 mois, voire même un peu plus, parce qu'on s'est rendu compte, même avec cette prévention, que des ostéonécroses pouvaient intervenir ensuite. Donc il faut d'abord que le parodonte soit bien sûr assaini, que les prothèses, les appareils soient ajustés et qu'ils ne blessent pas. Il faut penser à couronner les dents qui ont été dépulpées. Pourquoi ? Parce que, par exemple, elle peut se fracturer dans le sens longitudinal, et là, vous allez vous retrouver à une situation d'extraction chez le patient sous biphosphonate. Donc, d'anticiper, c'est de coiffer la couronne, comme ça, on va éviter de se retrouver dans une situation délicate. L'importance bien sûr de l'hygiène bucco-dentaire. Les patients, comme je vous l'ai dit, qui sont suivis lorsque c'est par voie orale de façon annuelle, quasi comme la population générale, ou si c'est par voie parentérale, donc tous les 4 à 6 mois. Et chez les patients qui sont sous biphosphonate, donc là, on va éviter au maximum d'avoir un abord osseux strict pour l'extraction. On va demander d'arrêter le biphosphonate parce que ça nous aide quand même, parce que sinon l'effet antirésorptif continue pendant la phase de cicatrisation, et donc ça ne nous aide pas. On va le demander donc de l'arrêter pendant 2 à 3 mois. Hein, donc on extrait, on remet toujours sur le métier, savoir est-ce qu'il faut bien extraire cette dent ou pas, on est sûr de l'indication ou pas de l'extraction, qui va être la moins traumatisante possible, dans des conditions d'asepsie
maximale, donc éventuellement avec un champ opératoire, sous antibioprophylaxie et antibiothérapie, comme je vous le disais, couvrant la cicatrisation primaire pendant environ une semaine, sans utiliser de vasoconstricteur, en fermant bien, si possible, et au maximum de façon hermétique, l'alvéole. Et malgré les recommandations récentes qui autorisent la mise en place d'implants chez ces sujets, d'être quand même très très prudent. Moi je pense qu'il faut quand même éviter les complications et d'aller poser un implant chez quelqu'un qui a reçu des médicaments antirésorptifs par voie parentérale. Par voie orale, là, l'indication se discute plus et en précaution, et ça peut tout à fait s'envisager. Le AO, c'est l'Association européenne d'ostéo-intégration. Maintenant, le chapitre sur la chirurgie apicale. Donc, pour moi, je pense qu'il faut bien restreindre les indications. Pour que ça fonctionne, c'est quoi? C'est de ne pas faire de chirurgie apicale sans reprise de traitement endodontique. C'est souvent, on pense que, en fin de compte, la chirurgie apicale, c'est-à-dire la chirurgie endodontique par voie rétrograde, elle va être miraculeuse quand la chirurgie par voie orthograde, c'est-à-dire la reprise par voie canalaire, ne va pas être possible. Je regrette, mais en fin de compte, on ne fait pas de miracle de ce côté-là. Et même si on fait une obturation à rétro, on va enfermer des germes. Il suffit de réfléchir au mécanisme de l'infection. On va enfermer des germes et c'est une bombe à retardement, quoi. Donc, moi, je pense que même si le pivot, l'ancrage est difficile à déposer, on prend un risque de toute façon. On sait qu'il peut y avoir l'extraction derrière, mais on a des moyens aussi de reconstituer. Donc, de faire une chirurgie apicale qui est mal indiquée dans de mauvaises conditions, c'est sûr qu'on va se retrouver par rapport à des complications post-opératoires. Donc, il vaut mieux les anticiper. Donc, si on a une atteinte interradiculaire, c'est pareil. Si vraiment la lésion apicale est étendue jusqu'à la furcation, là, les possibilités de défense de la dent sont dépassées, et du parodonte. Donc, ce n'est plus une indication. De même, si on a une tunnelisation, c'est-à-dire si on a une atteinte des deux corticales vestibulaires et linguales, c'est aussi dépassé. Si le patient fume de façon importante, pour moi, il ne mérite pas, entre guillemets, d'être électif à ce type de chirurgie. L'imagerie 3D va nous aider énormément pour évaluer la proximité des structures nobles. Et puis donc moi j'ai remarqué que pour optimiser un peu les résultats, pour avoir moins de récidives, l'obturation à rétro, au lieu de mettre un autre matériau qui va être plus compliqué à mettre en place, de préparer déjà une petite cuvette, une petite cupule pour mettre en place ce matériau, moi je ramollis simplement la gutta qui a été mis en place lors de la reprise de traitement préalable. On demande toujours la dernière radio d'obturation. On va la ramollir comment? Soit au bistouri électrique qui va faire fondre la gutta, ou alors vous pouvez le faire même avec un spreader qui est chauffé, et puis vous allez chauffer l'extrémité de la racine, et donc la gutta va s'écraser et va faire une obturation hermétique que vous allez pouvoir vérifier avec un micro-miroir. Il faut toujours penser aussi à cureter le trajet fistuleux s'il y a une fistule, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais ça peut être un facteur de récidive, et vérifier aussi l'intrado du périoste qui peut être infecté. Là aussi, l'utilisation de la lumière dans un but antiseptique donne de bons résultats. Et puis évidemment, si on a un doute, on fait faire un examen anatomopathologique aussi, parce que si c'est pas une lésion apicale inflammatoire, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent être plus embêtantes et avoir un risque de récidive. Donc là, vous voyez que la lésion là est importante. Pour la souris, pour montrer le marqueur, c'est comment déjà? Donc là, c'est un kyste beaucoup plus important, mais ce que je voulais simplement vous montrer, c'était le niveau de résection et la propreté de la résection, du moins radiographique ici, simplement en ramollissant la gutta au niveau de l'apex.
Après, vous allez avoir une reconstruction osseuse. Après, c'est toujours difficile de juger d'un point de vue radiographique, en plus de la clinique, si vous avez une évolution vers la cicatrisation normale ou alors si c'est une récidive. C'est difficile de faire la différence. Et en fin de compte, la réossification, la reminéralisation va se faire au bout d'environ 18 mois. Là, une autre lésion qui est importante, qu'on aura précisé bien sûr par le CONBIM. Et puis là, on va faire également une voie d'abord sans incision de décharge pour aborder donc l'apex avec une corticotomie qui va être juste au-dessus du foramen mentonnier. La mise en place d'une compresse hémostatique résorbable dans l'alvéole après rinçage, le repositionnement du lambeau qui est suturé hermétiquement. Et enfin, là, on va aborder le chapitre des implants. Donc, les complications infectieuses qu'on peut avoir au niveau précoce après la pose d'implant. Donc, je ne vais rien inventer en disant qu'il faut aborder ce type de chirurgie chez des patients où l'hygiène bucco-dentaire va être nickel, bien contrôlée, avec un détartrage préalable. Les protocoles chirurgicaux sont encore plus rigoureux qu'en chirurgie propre contaminée, puisqu'ici on est en stérile, donc le niveau de risque infectieux est plus important. Donc il faut toujours se poser la question par rapport à la perte précoce d'un implant ou au risque de perte précoce, les causes potentielles. Donc moi j'ai été assez, c'est vrai, surpris d'apprendre que les bactéries parodontopathogènes, elles subsistaient toujours après l'extraction de la totalité des dents. Chez un édenté total, il y a encore les problèmes de paro, les germes qu'il avait avant les extractions. Donc, ça paraît incroyable, mais c'est le cas. Et pour nous aider à ça, moi je pense que j'ai eu beaucoup d'aide par rapport avec les tests qu'on peut faire, les tests microbiologiques qu'on fait au cabinet. Donc, ce sont les pointes de papier donc, que vous voyez là, que vous allez mettre soit dans le sulcus, dans les poches parodontales ou potentielles, ou alors dès que vous avez un doute justement par rapport à l'état parodontal du patient, ou alors au niveau de la cavité buccale, même chez les dentés totales, dans la salive, et vous allez donc, il y a un tube pour les aérobies, un autre tube pour les anaérobies avec un écouvillon, on va l'envoyer au laboratoire et c'est remboursé par la sécurité sociale sur prescription, et vous avez une réponse en un petit mois, et là on est fortement surpris des résultats des bactéries qui peuvent subsister, et donc ça nous amène à faire donc un traitement parodontal bien sûr étiologique avec une prise en charge aussi antibiothérapie parallèle, et puis avant d'intervenir on limite le risque de rejet d'implant. Moi, je suis très très strict, intolérant vis-à-vis des fumeurs. Donc, malgré les études, malgré la littérature, maintenant on parle en termes de survie d'implants. C'est pas en termes de succès à court terme, c'est en termes de survie. Donc, si on veut que nos implants soient encore là dans 5 ans, 10 ans, 5 ans, ça paraît même un minimum assez faible. Au-delà de 10 ans, moi je ne pose pas d'implant chez les sujets qui fument plus de 5 cigarettes par jour. Le diabète doit être bien sûr équilibré, mais là on sait que les complications infectieuses post-implantaires sont triplées chez ces patients. Donc il va falloir, puisqu'ils ont des bactéries plus agressives, un déséquilibre de la flore plus précaire, donc utiliser une antibioprophylaxie. Pas d'implantation immédiate bien sûr dans une alvéole infectée, pas d'antibiotique local, ça on l'a vu aussi, on croyait que c'était une utilisation miraculeuse par exemple de mettre un antibiotique local sous forme de comprimé esquisse d'élite ou alors sous forme d'une solution d'aminosides, de casser une ampoule de gentaline dans une alvéole, n'a jamais tué totalement les bactéries et d'avoir un effet miraculeux pour éviter une complication. Pas d'échauffement de l'os, bien sûr, avec la vitesse de rotation. Il faut irriguer, numéroter ses forêts, c'est-à-dire que au-delà d'utilisation, au-delà
Il y a des systèmes qui préconisent une utilisation à usage unique d'un forêt, ou d'autres systèmes qui préconisent, moi j'utilise au maximum mes forêts 20 fois. Donc je numérote à chaque utilisation, et une fois que le quota est dépassé, on passe à un jeu neuf. Hein, donc parce que la période de critique, en fin de compte, ça va être quoi? Ça va être entre la cicatrisation, la stabilité primaire et la stabilité secondaire. La stabilité primaire, c'est l'ancrage mécanique de votre implant que vous allez avoir, et la stabilité secondaire, ça va être l'ostéo-intégration biologique de votre implant. Et c'est là que la faille entre les deux va apparaître, c'est-à-dire au bout de 10 jours à 3 semaines, et c'est là que c'est le plus critique, avec le risque de rejet de l'implant. Toujours bien évaluer, de toute façon, si vous pouvez mettre la vis de couverture ou la vis de cicatrisation, c'est-à-dire l'implant en un temps ou en 2 temps. Ça dépend aussi s'il y a une greffe associée, hein, donc quelquefois on est obligé de mettre en nourrice et de fermer hermétiquement. L'importance de l'hygiène bucco-dentaire, bien sûr, avec la prescription d'une brosse à dents chirurgicale, de bain de bouche à la chlorhexidine, de gel aussi à la chlorhexidine, qui peut aider au niveau des sutures et au niveau des dents voisines bordant la zone d'implantation. Et que le patient soit bien sûr bien éduqué. Quand un implant fait mal, quand une chirurgie implantaire fait mal aussitôt, c'est qu'il y a un problème déjà infectieux. Parce que normalement, le plus souvent, une chirurgie implantaire est indolore. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Michel pour cette magnifique présentation et avec une approche très concrète qui, j'en suis sûre, va être très utile au quotidien. Nous allons passer aux questions par SMS. Pouvez-vous nous en parler? Pouvez-vous nous en dire plus sur la vitaminothérapie pour les cas de cellulite suppurée et la prescription type? Alors ça, oui, après les cellulites de la 3e semaine, après avoir drainé, donc dans le stade suppuré, moi je donne un cocktail vitaminé. Donc vous avez tous les oligo-éléments et notamment du fer également, la vitamine C. Souvent, on voit aussi que le contexte de la cellulite, c'est quoi? Donc, ça peut très bien. Je parlais de la jeune fille tout à l'heure avec la prévention avec le fer, mais quand par exemple, ça arrive chez le jeune garçon adolescent, on fait toutes nos chirurgies de germectomie ou d'avulsion de dents de sagesse au niveau des vacances scolaires le plus souvent, et donc c'est en fin de trimestre, ils sont crevés par l'école, et donc avec l'asthénie, moi je trouve que c'est pas du tout un luxe de donner la vitaminothérapie, donc un cocktail vitaminé. Après, bon, il faudrait en évaluer bien sûr l'effet bénéfique, voire placebo, mais ça mange pas de pain, et je trouve que ça marche assez parce qu'au moins ça les revigore, d'autant plus dans un contexte où l'alimentation est quelquefois pas la plus équilibrée possible dans un contexte post-opératoire avec le trismus, le gonflement. Beaucoup. En cas de CBS, l'efficacité d'aller chercher la boule de Bichat par rapport à une suture hermétique, pouvez-vous nous répondre? Donc ça, pour aller chercher le corps adipeux de la bouche, de la joue, pardon, c'est en 2e intention. D'abord, on cherche à fermer hermétiquement par un lambeau simple. Après, si on n'arrive pas, on n'a pas suffisamment de gencives, ou alors on va trop diminuer la profondeur du vestibule. Donc, en 2e intention, on va aller chercher la boule de Bichat pour la suturer d'abord en un premier plan sur la berge palatine, et après on essaye de toute façon de recouvrir par de la gencive, par une plastie, un 2e plan avec 2e suture, quoi. La dernière question
plusieurs fois nous revient. Donc, patient sous biphosphonate par voie orale, implant possible ou pas. À titre personnel, je conseille d'aller sur le site de la SFCO où vous retrouverez toutes les recommandations et les fiches tableau récapitulatif que vous avez vues au cours de la matinée. Et je laisse répondre plus précisément Michel. Là, c'est vraiment aussi, bien sûr, au cas par cas. Ce qui nous intéresse, la réflexion vis-à-vis des biphosphonates, qu'ils soient par voie orale ou par voie injectable, c'est la dose cumulée, quoi. Si un patient, maintenant, les indications, donc par voie orale ici, pour l'ostéoporose, les indications donc retenues par nos confrères gynécologues et rhumatologues, c'est en fonction de l'ostéodensitométrie bien sûr, mais maintenant de donner pendant moins de 10 ans le traitement de biphosphonate par voie orale. Donc si un patient a eu quand même entre 5 et 10 ans de biphosphonate avec des prises hebdomadaires, vous savez, bon maintenant les nouvelles formes c'est plus en mensuel, donc c'est quand même assez risqué. Alors, au-delà de 5 ans, en deçà de 5 ans, c'est-à-dire en dessous de 5 ans, on peut, avec toutes les précautions nécessaires, implanter. Mais après, il faut vraiment se poser des questions, aussi savoir donc la dose cumulée, savoir depuis combien de temps ils ont été arrêtés. S'ils ont été arrêtés depuis aussi plus de 5 ans, bah là aussi, même si ces médicaments ont une durée de vie très longue dans l'organisme, la majorité va être éliminée. Et donc, on se rapproche maintenant d'un sujet sain qui n'a pas reçu de biphosphonate, quoi. Merci beaucoup. La séance se termine. Je tiens à remercier notre modérateur. Je tiens à remercier nos 4